Alors six-pack, two-pack, ou paquet de 6, paquet de 2, si on reprend l'expression française. Les Français n'ont pas beaucoup l'utilisation de l'anglais, peut-être de moins en moins, peu importe. Ce sont en réalité deux réformes essentielles de la discipline budgétaire et de la coordination des politiques économiques qui ont considérablement enrichi ce que l'on connaît traditionnellement comme le pacte de stabilité de croissance qui a été adopté en 1997. Et en réalité, le six-pack, ce sont 5 règlements et une directive qui renforcent, donc je dis, la discipline budgétaire, en particulier dans la zone euro, et la coordination des politiques économiques, et qui introduit par exemple ce qu'on appelle le semestre européen, qui est un instrument de coordination des politiques économiques, qui est une ébauche de politique économique de l'Union, en réalité, ou plutôt de la zone euro. Et à la faveur de la crise, et on voit bien encore une fois le poids des Anglais, pourquoi le Fiscal Compact? Pourquoi le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance signé en 2012? Parce que on s'est rendu compte que la voie institutionnelle classique, qui aurait été celle d'adopter des actes législatifs, peut-être même de réviser les traités, eh bien ça allait être très long et surtout il y avait l'opposition du Royaume-Uni. Et donc on a préféré un traité conclu d'abord pour la zone euro mais finalement élargi à 25 États membres, qui consacre des règles minimales et qui en réalité vont être reprises ensuite dans des textes législatifs, 2 règlements de 2013 qui font le two-pack. Et dans le two-pack, on a donc un premier règlement qui renforce très substantiellement la discipline budgétaire dans la zone euro. C'est vraiment l'avancée la plus frappante, et notamment cette fameuse règle dite d'or, c'est-à-dire la règle d'équilibre budgétaire, pour faire très simple, ou de déficit structurel limité. On la voit réitérée par le règlement sur le two-pack. Mais aussi, il y a un règlement qui est encore plus important, qui est le règlement sur l'assistance financière dont font l'objet les États qui sont en difficulté, par exemple la Grèce. Et c'est un élément essentiel parce que tout ce que l'on considère comme la troïka, voilà, l'austérité, ces politiques, la conditionnalité, eh bien tout cela, en réalité, a été communautarisé par un des règlements du two-pack. Et c'est un élément important parce que c'est aussi, je dirais, l'aspérité sur laquelle on peut s'appuyer si un jour on entend contester ces fameuses mesures prises d'austérité, etc. Parce que la troïka n'étant pas une entité juridique, en réalité, derrière la troïka, vous avez la Commission essentiellement, et le Conseil, qu'il ne faut pas oublier, donc les États membres aussi, qui jouent un rôle décisif. Et si des actes doivent être contestés, par exemple pour leur impact sur les droits fondamentaux, eh bien je pense qu'aujourd'hui c'est sur la base des actes, enfin c'est à l'encontre des actes adoptés sur la base du règlement du two-pack qu'il faudra agir, et je m'étonne d'ailleurs qu'on ne l'ait pas encore fait. On ait préféré attaquer par exemple devant la Cour de justice de l'Union européenne des déclarations de l'Eurogroupe ou des décisions de la BCE qui n'avaient pas grand-chose à voir avec en réalité ce qu'est réellement la politique imposée, soi-disant négociée, par ce que l'on appelle encore la troïka. La crise, les crises, parce que je pense qu'il y a 2 temps j'insiste sur ce point, la crise financière 2008 et la crise de dette souveraine 2010, les crises ont conduit à ce que l'on a qualifié de gouvernance, de nouvelle gouvernance même, terme étant été repris par la doctrine. Alors, la gouvernance elle-même, pour moi, c'est une notion qui est difficile à manier, je dirais même délicate à manier. C'est une notion que l'on utilise à défaut d'autre chose pour marquer en réalité la singularité des mécanismes qui ont été dès l'origine mis en place en matière de coordination des politiques économiques et de maintien des disciplines budgétaires, et qui ont évolué, qui fait que c'est une nouvelle gouvernance. Mais c'est vraiment à défaut d'autres termes qu'on peut employer cette notion.
Alors, pour ma part, je ne vois pas dans la nouvelle gouvernance véritablement une révolution, un changement par rapport à ce qui existait avant. Je ne suis pas de manière générale un adepte des discours de la méthode communautaire. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas une méthode communautaire, il y a eu des méthodes communautaires et qui ont évolué. Je crois que ici, surtout avec la crise, il y a des évolutions qui sont inhérentes à des situations de fait précises à laquelles il faut réagir avec le temps à gérer, le temps du marché qui n'est pas le temps politique, qui n'est pas le temps du droit. Et donc on trouve, on bricole, on invente, les termes reviennent souvent, que ce soit dans le discours politique, que ce soit dans le discours doctrinal. On trouve des solutions qui sont fabriquées de toutes pièces pour trouver un remède à une crise, à un moment donné. Et ensuite, avec un peu plus de recul, on revient et on cherche un peu à systématiser tout cela, à le rendre un peu plus cohérent. Donc, il y a dans ces instruments à la fois des éléments très classiques du droit de l'Union. On va retrouver le rôle de la Commission, la prépondérance du Conseil, on va regretter que le Parlement ne soit pas davantage impliqué, on va souligner le rôle du croissant du Conseil européen, etc. Et puis il y a ce que certains, à mon sens, de manière rapide, dénoncent comme les dérives intergouvernementales. Je crois que c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est-à-dire que ici, ce que l'on voit apparaître en réalité, et je pense que c'est aussi une question décisive derrière la crise du Brexit, c'est la zone euro. C'est-à-dire que plus que gouvernance ou nouvelle gouvernance, c'est un système, un sous-système à part de l'Union européenne que l'on voit apparaître, qui s'appelle la zone euro, c'est-à-dire les États membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro et les institutions de l'Union européenne, dont l'institution centrale, comme son appellation l'indique, la Banque centrale européenne. Et c'est là où on voit une originalité apparaître avec un système à part qui, à mon sens, pourrait même évoluer comme une entité, et c'était d'ailleurs ce que les membres du service juridique de la BCE ont défendu très tôt, dès le lancement de la troisième phase, un système qui se développerait, qui deviendrait le noyau dur en réalité de l'intégration européenne, qui se différencierait à mesure que les crises se multiplient. Le terme d'asymétrie fondamentale, dont la paternité revient au professeur Louis, j'insiste sur ce point, fait qu'il y a à l'origine dans la conception constitutionnelle, dès 1970 d'ailleurs, puis avec le rapport Delors, l'idée qu'il faut intégrer la monnaie le plus possible, et puis il faut laisser aux États membres le soin de conduire leur politique économique et budgétaire. Et ça, c'est une idée fondamentale de l'Union économique et monétaire qui a été une évidence pendant très longtemps, jusqu'à la crise où Mme Merkel a pour la première fois évoqué la possibilité d'européaniser aussi le pilier économique. Reste que, encore aujourd'hui, on a bien deux piliers totalement différents. Le pilier le plus intégré qui soit dans l'Union, la monnaie, avec une institution qui est au-delà de ce qu'on qualifie de supranational et qui n'est même pas fédéral à mon sens. En réalité, on va beaucoup plus loin dans un système qui est un système unitaire. Et de l'autre côté, un pilier économique où ce sont encore les États membres qui sont compétents, qui coordonnent. Et ici, la compétence de l'Union demeure limitée, puisque c'est une compétence de coordination au sens de l'article 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aussi une discipline budgétaire imposée aux États. Et cette discipline fait que les institutions de l'Union, la Commission et surtout le Conseil, ont des pouvoirs de discipline budgétaire qu'ils exercent à l'encontre des États. Et la crise fait que, à partir de la discipline budgétaire, à partir de ces pouvoirs de discipline budgétaire, eh bien, on a développé une intégration de plus en plus poussée. Et c'est la crise qui a été le moteur de cela. Et de manière subreptice, parce que beaucoup ne s'en sont pas rendus compte, et en particulier dans les
espaces publics nationaux, de l'opinion publique, on a focalisé l'attention sur certains points, le fiscal compact, etc. Mais on ne s'est pas rendu compte que, après le pacte de stabilité de croissance qui laissait une certaine marge de manœuvre, il faut le dire, aux États membres, eh bien l'étau s'est resserré sur les États avec le six-pack et, bien entendu, le two-pack, dont peu de gens connaissent encore aujourd'hui l'existence dans l'opinion publique et qui est pourtant là l'élément essentiel pour une intégration beaucoup plus poussée avec des mécanismes qui sont traditionnels du droit de l'Union, avec des renforcements du pouvoir de la Commission, et même dans certains cas, lorsque les États sont en difficulté, comme par exemple la Grèce, eh bien, des systèmes d'autorisation préalable qui peuvent être mis en place, que certains comparent à des formes de tutelle, avec un pouvoir d'approbation préalable pour le budget, c'est comme un élément essentiel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution avec la dynamique institutionnelle qui fait que aujourd'hui, eh bien, on fait tomber certains tabous. On commence à parler de mutualisation des dettes souveraines, donc de mutualisation de l'endettement. On y vient peu à peu. Ce qui signifie qu'en réalité, il faudrait peut-être un budget européen, mais un réel budget européen, pas celui que l'on a aujourd'hui. Donc une mise en commun des ressources budgétaires dans la zone euro. Évidemment, qui dit budget dit Parlement, donc un véritable Parlement de la zone euro, et un Parlement qui est de face à lui un gouvernement, le fameux gouvernement économique responsable de la politique économique et budgétaire. Donc, on a là une dynamique relancée par la crise, mais qui est une dynamique évidemment de long terme. Tout cela n'est pas pour demain, mais cela va toujours dans le sens d'une intégration beaucoup plus approfondie autour de la zone euro. Et si on veut relancer la construction européenne, je pense que c'est bien par la zone euro qu'il faudra repartir.